L'argent. Qu'est-ce que ce mot te fait ressentir? Une montée d'adrénaline? Des signes de dollars qui traversent ta tête comme une machine à sous? Peut-être que tu te sens motivé, prêt à aller travailler et faire 8 heures par jour pendant 5 jours. Ou tu imagines toutes les folies que tu aurais faites si tu étais Elon Musk. Mais peut-être aussi que tu ne te sens pas si bien quand tu entends ce mot. Peut-être que la simple mention de l'argent rend tes mains moites. Ton rythme cardiaque s'accélère, ton cerveau commence à douiller autour de tous les pourquoi tu n'as pas, tu veux plus et tu as besoin de plus d'argent. Quelle que soit ta réponse sur le sujet, nous en avons tous. Parce que comme on dit, l'argent fait tourner le monde. Que ça soit pour te payer un coca dans la journée ou pour une location d'appartement, il n'y a pas un jour qui passe pour la plupart d'entre nous sans dépenser, étudier ou juste penser à l'argent. Tu pourrais être le conducteur d'une voiture de sport portant un collier de diamants ou le sans-abri qui regarde passer le véhicule. À un niveau ou à un autre, l'argent compte pour nous tous. Pourtant, pour autant que cet élément compte, il est surprenant qu'il y ait tant de choses que nous ne connaissons pas à son sujet et beaucoup de choses que nous pensons vraies et qui sont tout simplement fausses. Contrairement à ce que vous pensez, l'argent que nous connaissons aujourd'hui, du moins sa forme physique, est resté inchangé depuis des millénaires. Le premier signe de ce que nous pourrions considérer comme un billet de banque a pris la forme d'un morceau de cuir en Chine en 118 avant notre ère. Et 900 ans plus tard, le premier papier-monnaie s'est concrétisé. Il faudrait encore plusieurs centaines d'années avant que ce type de monnaie ne fasse son apparition en Europe, puis le reste du monde. Les siècles ont passé, mais les concepts de base inventés par les Chinois ne se distinguent pas tellement de ce que nous avons aujourd'hui. Le premier véritable système mondial d'évaluation de la monnaie a été l'étalon d'or, qui a commencé en Angleterre au début des années 1800. Il liait directement la valeur d'une monnaie à la valeur établie de l'or. Ainsi, dans un pays comme les États-Unis, $1 correspondait exactement à 1/50e d'une once d'or. Ce système a été mis en place de manière à assurer idéalement un environnement monétaire stable dans le monde entier. Et il l'a fait, pendant un certain temps. Mais comme pour toutes les ressources naturelles, l'approvisionnement en or n'était pas aussi fixe que nous le pensions à l'origine. Par conséquent, les pays ont commencé à l'abandonner comme moyen de mesurer la valeur de l'argent. En 1971, le président américain Richard Nixon a officiellement rompu le rapport de conversion entre le dollar et l'or. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. À cette époque, le dollar américain était considéré comme la monnaie standard mondiale. Alors, une fois que le dollar n'était plus dicté par la valeur de l'or, à peu près rien d'autre ne l'était. Si la valeur du dollar n'est plus déterminée par la valeur de l'or, qu'est-ce qui fait que $1 vaut réellement $1? Eh bien, au lieu d'un système dépendant des matières premières comme l'étalon d'or, nous avons maintenant quelque chose appelé monnaie fiduciaire, qui n'a aucune valeur réelle et est plutôt soutenue par un gouvernement. Ce qui donne sa valeur au dollar d'aujourd'hui, c'est l'offre et la demande économique aux États-Unis. Et qui contrôle cela? Les systèmes financiers gouvernementaux. Dans le cas des États-Unis, il y a le Trésor et l'US Mint qui sont chargés d'imprimer leur monnaie. Mais comme nous pouvons le voir dans le monde croissant d'entreprises numériques à la place des caisses enregistreuses, l'impression d'argent est une entreprise en voie de disparition. Donc, si un gouvernement n'imprime pas littéralement de l'argent, comment exactement l'argent liquide entre-t-il en circulation? La grande majorité de l'argent n'est que sous forme de nombres sur un ordinateur. Des sommes incroyables créditées numériquement aux banques commerciales par la banque centrale d'un pays. Cette banque centrale contrôle combien d'argent elle dépose dans les banques commerciales en fonction de la situation économique du pays. Au cours des premiers stades de la pandémie aux USA, une partie de cet argent a été envoyée directement sur des comptes bancaires sous la forme de chèques de relance. Mais c'était un cas extrême, et la plupart du temps, ce n'est pas comme ça que l'argent nous revient. Voici comment cela fonctionne habituellement. Une banque centrale envoie de l'argent aux banques et aux coopératives de crédit dans tout le pays, qui à leur tour distribuent cet argent dans l'économie en le prêtant à leurs clients. Ce qui nous amène au sujet de la dette. Environ 80% des Américains sont endettés. Pourtant, personne ne veut rien devoir à personne. Mais avec le coût de la vie qui dépasse largement l'argent que nous gagnons pour vivre, les prêts sont la nécessité que tout le monde déteste, mais dont la plupart ne peuvent pas se passer.
Vous obtenez un crédit pour acheter une voiture, démarrer une petite entreprise, aller à l'université ou acheter une maison. Très peu de gens peuvent s'offrir une maison avec l'argent de leur compte bancaire. Pourtant, nous avons tous besoin d'un toit au-dessus de nos têtes. Alors, certaines personnes choisissent de louer, tandis que d'autres décident de contracter un emprunt auprès de la banque sous forme d'hypothèque. Mais les banques ne sont pas des organisations caritatives. Elles sont conçues pour faire du profit et la façon dont elles le font est par intérêt. L'intérêt est le montant que vous, l'emprunteur, payez pour utiliser l'argent qu'une banque ou une institution financière vous a prêté. Pensez-y comme le loyer que vous payez pour votre appartement tous les mois. Vous n'êtes pas le propriétaire de l'appartement, mais vous pouvez l'utiliser moyennant des frais. De la même manière, vous ne possédez pas l'argent que vous avez utilisé pour acheter votre maison, mais vous pouvez l'utiliser moyennant des frais. Et ce modèle, acheter maintenant, payer plus tard, n'existe pas seulement pour un gros achat comme une maison ou une université. Il a imprégné toute notre société, à tel point que la plupart des choses que nous achetons existent maintenant sur ce modèle, surtout depuis la création de la carte bancaire. Vous n'avez pas assez d'argent pour cet nouvel appareil high-tech dernier cri? Mettez-le sur votre carte de crédit. Vous voulez obtenir ce nouvel iPhone? Payez des frais mensuels à votre fournisseur de services internet. Mince, même les consoles comme la Xbox suivent le même modèle. Nous utilisons maintenant le crédit pour payer même de petites choses comme un sandwich, un nouveau pantalon ou de la nourriture pour nos chats. Si nous payons nos soldes à temps pour ces achats, nous pouvons éviter les taux d'intérêt facturés par les sociétés de cartes de crédit et tout ira bien. Mais pour beaucoup d'entre nous, surtout dans les moments difficiles, nous avons tendance à susciter de l'intérêt pour nos cartes, ce qui peut rapidement conduire à une mauvaise situation financière. Les cartes de crédit peuvent aider à fournir un tampon financier dans une impasse si nécessaire, mais elles comportent également un élément de risque. Alors, valent-elles le coup? Il y a des sentiments mitigés à ce sujet. Certaines personnes pensent que l'utilisation des cartes de crédit est un moyen infaillible de s'endetter directement. Mais d'autres voient l'utilisation fréquente de la carte de crédit comme un moyen de se construire un bon crédit qui, si vous avez déjà loué un appartement ou acheté une voiture, est une partie importante de la vie quotidienne de nos jours. Quel que soit votre camp, une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que vous devez être prudent lorsque vous utilisez des cartes de crédit. En étant sage avec votre crédit, votre épargne, et en augmentant vos revenus, vous pouvez avoir suffisamment de revenus disponibles pour enfin faire de votre argent ce que toute personne financièrement stable suggère, investir. Investir signifie essentiellement engager votre argent dans quelque chose pour obtenir un rendement financier. C'est faire travailler votre argent pour vous. Un dilemme dans le monde de l'investissement est que plus le risque est grand, plus la récompense est grande. Il faudrait une vidéo entière pour couvrir ce sujet d'investissement. Mais je ne suis pas dans la finance et je n'attaquerai jamais ce terrain glissant. Je laisse ça aux experts. Mais en fin de compte, si nous en avons l'occasion, notre objectif est de bâtir notre richesse pour augmenter notre valeur. Et c'est tout l'intérêt de l'argent. Montrer combien quelque chose ou quelqu'un vaut. Que vaut pour vous une retraite sans souci? Cela indiquera combien d'argent vous mettez de côté dans votre compte de retraite et une voiture. Nous pourrions faire des folies sur un véhicule de luxe parce que cela en vaut la peine pour nous de profiter du confort supplémentaire et du statut social. Ce qui résulte de cela est qu'en tant que société, nous sommes devenus obsédés par l'idée de valeur, des biens matériels et des possessions mondaines, à la valeur personnelle et même à celle des autres. Des publications comme Forbes et Bloomer publient la valeur nette des personnes fortunées, attribuant un nombre au succès de quelqu'un. Pour créer ces listes, des dizaines de journalistes traquent les millionnaires et les milliardaires du monde entier, collectent leurs informations personnelles, additionnent tous leurs actifs présumés et soustraient leurs passifs. Donc, si Bernard Arnault détient environ 47,5% de LVMH et que nous soustrayons son jet, son yacht et tout autre confort dont il bénéficie de ces 47%, nous devrions pouvoir calculer sa valeur nette. Cette simple addition et soustraction semble trompeusement facile, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que ça l'est. Il est difficile d'obtenir des données fiables et il est difficile de savoir exactement où les riches stockent leur argent. C'est bizarre de le dire, mais la valeur nette de la plupart des célébrités est essentiellement des suppositions
et n'est pas vraiment une représentation précise de ce qu'elle contrôle. Alors, pourquoi sommes-nous scotchés à ces listes? Sommes-nous finalement en train de nous comparer aux personnes les plus riches du monde? Se laisser fasciner par les richesses financières à ses dépens? La vérité est que, même si apprendre l'argent et comprendre le fonctionnement de notre système économique ne vous garantira pas une place sur la liste des milliardaires de Forbes, cela peut vous donner la tranquillité d'esprit. Connaître une chose ou deux sur l'argent peut nous aider à voir le monde un peu plus clairement et à ne pas nous sentir aussi submergés par les nouvelles économiques. Vu qu'on parle d'argent, allez faire un tour à la boutique Zero. Vous devez acheter un World Revolve. Pourquoi? Parce que vous en avez marre de voir tout le temps les mêmes vêtements, Nike, Balenciaga, LVMH, Lacoste. Non, il est temps de changer et de porter du Revolve. Le lien est en description, allez-y. Ah, le placement de produit un peu trop bien placé. Ou si vous pouvez pas, il y a un truc gratuit qui me soutient tout autant, c'est de s'abonner parce que nous sommes sur la route vers le 1 million d'abonnés. Plutôt confiant pour quelqu'un qui n'a même pas 1000 abonnés. De liker et si possible, partager la vidéo à un ou une proche qui kiffe l'argent. Sur ce, que l'argent n'arrête jamais de vivre dans vos poches, c'était Revolve. Bisous.